La Nouvelle-Guinée n'est pas une destination touristique banale. Rien que s'y rendre depuis Los Angeles peut coûter 2500 $ pour un aller-retour. Pourtant, les gens y viennent. Pas pour les montagnes escarpées qui percent les nuages ou les rivières qui sillonnent la terre comme des veines. Pas même pour les chasses aux sorcières. Oui, c'est encore une réalité là-bas. Ils viennent pour l'argent. Pendant des millénaires, la Nouvelle-Guinée était un monde à part. Reculé, autonome et isolé. Mais un jour, cette terre a trouvé de l'or. Littéralement, il s'avère que de l'or, du cuivre et d'immenses richesses minérales étaient enfouis sous ces montagnes escarpées. Alors les locaux doivent être riches, n'est-ce pas? En théorie, oui. Tout comme le pétrole a transformé l'Arabie Saoudite, les métaux précieux auraient pu faire de la Nouvelle-Guinée une terre d'abondance. Au lieu de cela, on dirait souvent une terre frappée par une malédiction. Pas étonnant qu'ils chassent encore les sorcières, et tout tourne autour de la terre. Les plus grandes mines de Nouvelle-Guinée se trouvent sur des territoires appartenant aux communautés indigènes depuis des générations. Prenez la région de Mimika du côté indonésien de l'île. Aujourd'hui, elle abrite la mine de Grasberg, l'un des gisements d'or et de cuivre les plus riches au monde. Un immense puits à ciel ouvert creusé dans des montagnes reculées valant des milliards. Mais pour ceux qui vivaient ici bien avant la mine, ces montagnes sont sacrées. Selon la tradition, ce sont les corps des ancêtres, des lieux où résident les esprits et où l'équilibre doit être maintenu. Les perturber, ce n'est pas seulement remodeler le paysage, c'est briser un lien entre les vivants, le passé et l'invisible. Quand l'exploitation minière a commencé, le changement était rapide. Des routes sont apparues là où se trouvaient autrefois des forêts. Des pans entiers de la montagne ont été rasés. De nombreuses familles ont été forcées de se relocaliser. Certains disent que leur terre a été prise sans négociation appropriée ni compensation équitable. Beaucoup ont même perdu la vie ou ont été arrêtés à tort au cours de ce processus. Après une pression croissante, des accords ont finalement été signés entre les compagnies minières, le gouvernement et les chefs indigènes. Sur le papier, ils promettaient des bénéfices partagés et de la stabilité. En réalité, de nombreux habitants disent que peu de choses se sont améliorées. La richesse s'est envolée, tandis que les communautés ont dû s'adapter à une terre qui ne leur semblait plus être la leur. Et les conséquences se sont propagées plus loin. Des rivières autrefois utilisées pour boire et pêcher transportent désormais des déchets miniers. Les forêts reculent, le poisson devient impropre à la consommation. Les gens ont tiré la sonnette d'alarme et tenté de protester, mais en 2006, les tensions ont dégénéré. Des arrestations ont suivi et des vies ont encore été perdues. Pourtant, les machines continuent de tourner car l'or rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les exportations de minerais génèrent des milliards de dollars chaque année. De loin, cela pourrait même ressembler à un succès. Mais regardez de plus près, et le tableau change. Une terre d'une beauté immense et de croyances ancestrales a été irréversiblement transformée. Ici, la ruée vers l'or ne brille pas. Elle luit faiblement sous des couches de perte, de silence, et une histoire qui se dévoile encore. Nous sommes en Égypte ancienne, au cœur d'un temple séculaire, dans une salle obscure, empreinte de mystère. Un peuple d'autrefois s'adonne à un rituel d'une ancienneté insondable. Drapé de tuniques noires et encapuchonné, à la lueur vacillante des bougies, il tente de métamorphoser des métaux communs en or. Il murmure des formules oubliées et mêle des substances énigmatiques. Des volutes de fumée s'élèvent, suivies de sifflements, de frémissements, puis de la désillusion. Ha ha ha! Vous aurez beau persévérer, vos efforts resteront vains. Du moins jusqu'en 2025. Des chercheurs ont accompli ce que les alchimistes rêvèrent d'atteindre depuis des siècles. Ils n'ont eu recours ni à des sortilèges, ni à des mélanges étranges, mais ont utilisé un immense anneau de 27 km pour accélérer des noyaux de plomb à une vitesse proche de celle de la lumière. En un sens, la pierre philosophale est ainsi apparue dans le grand collisionneur de Hadron. Au fait, si vous l'ignoriez, cette pierre mythique, à laquelle aspirait tout alchimiste, était censée permettre de transformer n'importe quel métal en or. Ainsi donc, les chercheurs ont su accomplir cet exploit au sein du LHC. Mais les choses ne sont pas si simples. Certes, d'un point de vue strictement technique, ils ont bel et bien transformé un métal en or. Toutefois, la quantité obtenue est infime, et l'or ainsi créé s'évanouit presque aussitôt.
À propos, le LHC permet d'accélérer des particules de diverses matières à des vitesses quasi luminiques, révélant à petite échelle les processus à l'origine de l'univers. Pourquoi une telle entreprise? Nous y reviendrons plus tard. Revenons à cet or. Les scientifiques pensaient que l'or ne pouvait naître que d'une collision directe entre deux noyaux de plomb. Mais les expériences ont démontré que ce métal précieux se formait même sans contact total. Deux explications sont possibles. L'une s'appuie sur des fondements scientifiques, l'autre se veut plus intuitive. Commençons par la première. Le noyau de plomb abrite 82 protons, chacun porteur d'une charge électrique, ce qui confère au champ électromagnétique de ce noyau une intensité remarquable. Lorsque deux noyaux de plomb se croisent à une vitesse proche de celle de la lumière, leur champ électromagnétique se contracte en une fine nappe d'énergie. Cela engendre une brève impulsion de photons. Cette impulsion déclenche un phénomène appelé dissociation électromagnétique. Un photon entre en interaction avec le noyau, provoquant en lui des vibrations internes. Celles-ci entraînent l'émission de neutrons et de photons et altèrent la nature même de l'élément. Ainsi, lorsque deux noyaux de plomb se frôlent, ils perdent 3 protons et deviennent de l'or. Par ce procédé, les scientifiques ont réussi à produire jusqu'à 89 000 noyaux d'or par seconde. Hélas, cette production demeure dérisoire. Elle ne représente que 29 picogrammes au total, soit bien moins qu'un simple gramme. De surcroît, ces particules d'or sont éphémères. Leur énergie est telle qu'elles percutent immédiatement les parois du collisionneur, puis se désintègrent sans délai en protons, neutrons et autres fragments. Techniquement, de l'or est bien créé, mais il disparaît aussitôt. Voici maintenant une version plus simple. Deux atomes de plomb foncent l'un vers l'autre à une vitesse proche de celle de la lumière. Entourés de champs électriques puissants, chacun renferme 82 protons. Lorsqu'ils se frôlent, leurs champs se renforcent mutuellement, expulsant 3 protons de chaque noyau. Ils n'en comptent plus que 79, ce qui signifie qu'ils sont devenus des atomes d'or. Ces nouvelles particules dorées s'éloignent en tous sens avant de se fracasser contre les parois du collisionneur. Et voilà, l'or a disparu. Les scientifiques ont utilisé un dispositif particulier pour observer cette mutation fugace. Durant les 3 années d'activité du collisionneur, les chercheurs sont parvenus à générer environ 86 milliards d'atomes d'or. Cette quantité correspond à bien moins qu'un milliardième de gramme. Il est donc illusoire d'imaginer s'enrichir par un tel procédé, d'autant que le coût du grand collisionneur de Hadron atteint plusieurs milliards d'euros. Alors, pourquoi mener de telles expériences? Pour la science, évidemment. Certes, cela peut paraître vain. Toutefois, l'objectif du collisionneur n'est pas de produire de l'or, mais de sonder les fondements mêmes de l'univers en scrutant l'infiniment petit. Par exemple, c'est grâce à lui que le boson de Higgs a pu être découvert. L'une des plus grandes percées scientifiques de ces dernières décennies. Permettez que je vous en dévoile les implications. Des haltères, un cheveu, une pomme ou encore une simple goutte d'eau. Tous ces objets possèdent un poids distinct. Mais d'où vient cette différence? Qu'est-ce qui leur confère une masse particulière? Les scientifiques avancent que l'univers tout entier baigne dans un champ appelé champ de Higgs, comparable à un sirop invisible. Certaines particules y adhèrent et deviennent lourdes, à l'instar des protons, tandis que d'autres y circulent sans peine, comme les photons, dénués de masse. Sans ce champ, les atomes se désagrégeraient aussitôt, et rien ne posséderait le moindre poids. Le chaos dominerait l'univers. En 2012, grâce au LHC, les chercheurs ont pu détecter un infime fragment de ce sirop fondamental. Ils l'ont nommé boson de Higgs. Le grand collisionneur de Hadron a également permis la détection de quarks, ces particules élémentaires qui constituent protons et neutrons. On pourrait les comparer à de minuscules briques de Lego formant une particule. Les chercheurs pensaient autrefois que chaque proton ou neutron, ce ne se composait que de 2 ou 3 quarks. Ils ont toutefois identifié plus tard des configurations qui en comportaient jusqu'à 5. Ainsi, la structure fondamentale de la matière diffère de ce que l'on imaginait. Vous pourriez vous demander quelle importance cela revêt. Quelle importance que le proton d'une pomme contienne 2 ou 4 quarks. Patience, vous aurez bientôt la réponse. Les scientifiques sont également parvenus, à l'intérieur du collisionneur, à produire un plasma quark gluon,
la substance la plus brûlante connue dans l'univers, 100 000 fois plus chaude que le Soleil lui-même. Ce plasma s'est formé lors de la collision de deux noyaux de plomb. Selon les experts, une telle goutte incandescente serait apparue dans les tout premiers instants qui ont suivi le Big Bang. Le phénomène est saisissant, certes, mais quel en est l'intérêt? Patience, on vous a dit, la suite vous éclairera. Parmi les recherches les plus fascinantes figurent celles portant sur l'existence de particules jumelles. Les physiciens émettent l'hypothèse que chaque particule, tel l'électron, pourrait avoir un double d'ombre, une superparticule. Cette supposition s'étend à l'ensemble de la matière dans l'univers. Bien que de tels doubles n'aient pas encore été observés, leur découverte éventuelle pourrait nous révéler la véritable nature de la matière noire, une entité mystérieuse qui compose environ 85% du cosmos, mais que nous comprenons à peine. La gravité assure l'orbite des planètes autour de leur étoile, empêche notre Terre de se fragmenter en une multitude de débris et nous maintient solidement ancrés au sol. Pourtant, cette force demeure invisible. Elle agit, certes, mais nul ne sait véritablement pourquoi. Certains chercheurs pensent que la matière noire, engendrée lors de collisions entre particules, pourrait offrir une explication. Ils cherchent donc à capter l'instant précis de cette apparition. Le LHC transforme en profondeur notre conception des lois fondamentales de la physique. Il a révélé l'existence de mécanismes imperceptibles et encore inconnus à l'échelle cosmique. Cet instrument ouvre la voie à l'exploration des mystères de la physique quantique. Bien que les réponses soient encore rares, la recherche progresse sans relâche. Une interrogation s'impose alors. Pourquoi tant d'efforts? La vérité est que nous ne le savons pas. Du moins, pas encore. Des milliards sont investis pour permettre aux physiciens de provoquer des collisions entre des particules minuscules, invisibles et fugaces. Cela peut sembler aussi vain que l'apprentissage de formules mathématiques complexes destinées à ne jamais servir. N'existe-t-il pas des causes plus urgentes à financer? Pourtant, ces travaux onéreux menés au sein du collisionneur participent à une quête essentielle, mieux appréhender les fondements de notre réalité. Ils transforment en profondeur notre vision des lois physiques qui régissent l'univers. Jetons un regard en arrière. Des pionniers tels que Michael Faraday ou Thomas Edison ont eux aussi mené des expériences énigmatiques portant sur une entité invisible nommée électricité. Grâce à leurs recherches jugées absurdes à l'époque, nous bénéficions aujourd'hui de téléphones, d'ordinateurs, d'enceintes, de sèche-cheveux ou encore de chauffe-eau. Ces objets devenus indispensables à la vie contemporaine. Et tout cela a débuté par l'étude d'une forme d'énergie imperceptible. Songez au chemin parcouru. Il est vertigineux d'imaginer ce que les avancées en physique quantique pourraient nous offrir dans 50 ou 100 ans. Voyager entre des univers parallèles, ou peut-être même maîtriser l'art de la téléportation. Faites vos valises et partez pour l'Antarctique. Il y pleut de l'or, et pas qu'un peu. 6 000 $ par jour. Enfin, ça ne tombe pas vraiment du ciel, mais du cratère en éruption d'un immense volcan. Cette montagne gigantesque s'appelle l'Erebus. Elle se dresse au-dessus des déserts glacés de l'Antarctique, sur l'île de Ross. Elle partage ce territoire avec 3 autres montagnes. Le mont Terror, le mont Bird et le mont Terra Nova. Mais l'Erebus domine incontestablement les lieux avec ses 3810 mètres de haut, soit l'équivalent de 8 Empire State Building. Il est bien plus petit que l'Everest, mais il reste le volcan actif le plus au sud de la planète. Et même s'il se trouve au milieu de nulle part, l'Erebus est loin d'être calme. En fait, il a très mauvais caractère. L'Erebus souffle et rugit constamment, rejetant des gaz et des morceaux de roche en fusion lors de crises de colère folles que l'on appelle des éruptions stromboliennes. Il crache entre autres de minuscules et précieuses paillettes d'or. Mais il ne s'agit pas de quelques petits fragments ici et là. Cette fontaine fonctionne en permanence et crache près de 100 grammes d'or par jour. Comme nous l'avons mentionné, cela représente plus de 6 000 $. Cela équivaut également à un total incroyable de 30 kilos d'or par an, soit plus de 2 millions de $. Mais avant que vous, chasseurs de trésors, ne vous précipitiez sur place, vous devez savoir que nous parlons ici de particules d'or. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres et s'éparpillent partout, ce qui les rend impossibles à rassembler. Et quand nous disons « s'éparpillant partout », ce n'est pas une façon de parler. Certaines de ces particules ont été retrouvées jusqu'à 1000 km du volcan, transportées au milieu de nulle part par les vents antarctiques.
L'Érébus n'est pas un endroit très accueillant, ses éruptions sont sauvages et imprévisibles. Les scientifiques ont donc acquis la plupart de leurs connaissances sur ce mont grâce aux satellites qui surveillent son activité depuis l'espace. En termes de connaissances, ce lieu est aussi une mine d'or. L'Érébus est le seul volcan capable de faire ce qu'il fait. Cela se produit lorsque le magma, une roche semi-fondue et brûlante située sous la surface de la Terre, remonte vers les volcans. Ce magma transporte de l'or liquide. Dès qu'il entre en contact avec l'air glacial de l'Antarctique, l'or se cristallise, et voilà, 2 millions de dollars par an. L'Érébus est un volcan très étrange et très rare. Son cœur ardent brûle depuis plus d'1 million d'années. Au cours de cette période, il s'est construit couche par couche. Sa base se compose d'une lave très ancienne et les couches supérieures sont plus récentes. Et pendant de nombreuses années, il a été très actif. Il y a un lac de lave en ébullition dans son cratère. Ce lac de lave est exactement ce à quoi il ressemble, une mare de roches en fusion brûlante en perpétuel mouvement. C'est un spectacle incroyablement rare, car il n'existe que quelques lacs de ce type dans le monde. Et ce n'est pas seulement une mare de roches, c'est une fenêtre sur l'âme du volcan. Dans l'Érébus, la lave est faite de phonolite. La phonolite est une roche très froide. Son nom provient des mots grecs signifiant « son » et « pierre ». Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une roche qui produit un son de cloche lorsque l'on frappe dessus. Seuls quelques volcans peuvent en produire. Mais il y a d'autres volcans très bizarres sur notre planète. L'Ol Doinyo Lengai, un volcan du rift est-africain dans le nord de la Tanzanie, est encore plus mystérieux. Il crache ce qu'on appelle de la lave natrocarbonatite. La plupart des volcans font jaillir des rivières incandescentes de roches en fusion. Mais de celui-ci, c'est de la lave noire qui s'échappe. Elle s'écoule très rapidement, comme de l'eau, formant de minces rivières qui se déplacent à toute vitesse. Cela lui donne presque l'aspect d'une boue noire ou même de pétrole. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que dès qu'elle entre en contact avec l'air, elle réagit très vite et devient blanche en seulement quelques heures. Comme par magie, la lave noire se transforme en quelque chose qui ressemble à de la poussière blanche ou à de la neige. Et en plus, elle brille légèrement la nuit. Elle n'est pas très chaude non plus, enfin un peu quand même, entre 480 et 540 degrés Celsius. Mais en général, la température de la lave oscille entre 700 et 1200 degrés Celsius. Donc, celle-ci est plutôt froide selon les normes volcaniques. En effet, cette lave est riche en nirérite et en grégorite, des matériaux étranges, semblables à de la soude et à du sel, et incroyablement rares. La nirérite est généralement incolore et brillante. Elle ressemble à de petits cristaux transparents. La grégorite est le plus souvent assez trouble. Ces minéraux sont un mystère géochimique. Au plus profond de l'Ol Doinyo Lengai, il y a 2 bassins de magma. Ces minéraux rares sont probablement apparus à la suite de la séparation des parties riches en carbone du magma, ce qui a formé ces 2 bassins. Ces minéraux sont fascinants. Et puis, il y en a des tonnes dans ce volcan, mais ils sont aussi complètement inutiles. Ils sont si rares et fragiles qu'il est impossible de les utiliser pour quoi que ce soit, même pour fabriquer des bijoux. Pourtant, même les astronomes trouvent cela curieux. S'il existe des planètes riches en carbone et non en oxygène, ces minéraux devraient être très populaires. Ce volcan dégage également beaucoup de gaz. Oui, beaucoup. Il crache du dioxyde de carbone à la vitesse d'environ 80 kg par seconde. Imaginez, environ 5 tonnes de dioxyde de carbone par minute. Chaque minute, c'est donc comme si le poids de plusieurs voitures était rejeté dans notre atmosphère. Heureusement, notre planète est habituée à ces émissions, qui ne sont donc pas si dangereuses pour nous. En ce moment même, dans les Andes centrales, loin de toute présence humaine, le volcan Lastaria est quant à lui en pleine éruption. C'est aussi l'un des volcans les plus extraordinaires et les plus isolés au monde. Il est encore plus haut que le mont Érébus, culminant à près de 5700 mètres. Et il est entouré d'un paysage aride et surnaturel. Il n'y a littéralement aucun être humain dans un rayon de 145 km, à l'exception de quelques volcanologues. Le Lastaria est absolument sauvage. Il exhale constamment des gaz chauds, et aussi de la vapeur. L'air semble presque vivant là-bas, scintillant de panaches qui s'échappent des fissures dans le sol. Ces évents, appelés fumerolles, sont plus que de la vapeur chaude. Ce sont de véritables laboratoires de chimie. Ils crachent des tonnes de gaz différents
qui réagissent tous avec l'air et les roches environnantes. Là-bas, c'est un peu comme si quelqu'un avait renversé la palette de peintre. Tout est jaune vif, orange flamboyant et rouge rouille. Mais le plus impressionnant, ce sont les rivières de soufre en fusion. Des ruisseaux de liquide jaune bouillonnent et coulent sur les flancs du volcan. Une partie de ce liquide s'assombrit en brûlant, et le tout ressemble à un étrange biscuit à la guimauve et au chocolat. Car le soufre, chauffé jusqu'à son point de fusion par la chaleur intense qui règne en dessous, se transforme en un fluide épais et incandescent. Il se met ensuite à couler, puis à refroidir et à durcir. On ne sait pas trop si l'on doit être fasciné ou dégoûté par ce spectacle. Et si cela ne suffit pas à vous donner l'impression d'être sur une autre planète, l'endroit lui-même est tout aussi extrême. Le Lastaria est perché sur les hauteurs de l'Altiplano, à la lisière du désert d'Atacama, l'un des endroits les plus secs de la planète. Il ne pleut pratiquement jamais et les températures peuvent y chuter jusqu'à 24 degrés Celsius. Mais au moins, certaines cendres volcaniques viennent enrichir le sol, ce qui permet à quelques plantes très résistantes de pousser ici et là. On y trouve une saline surnommée le lac de soufre. Elle est alimentée par ces rivières. Ses rives scintillent de minéraux. Autrefois, le niveau de ce lac était bien plus haut, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a des milliers d'années, il a été le témoin d'une catastrophe aux proportions inimaginables. Le flanc sud-est du volcan s'est en grande partie effondré, presque en un instant. Le sol a cédé, et une avalanche de roches volcaniques et de cendres a dévalé ses pentes. Ce glissement de terrain s'est produit à une vitesse terrifiante, plus rapide que la tempête la plus violente, et a tout détruit sur son passage. Il a parcouru 8 kilomètres. Lorsque la poussière est retombée, il ne restait plus qu'une cicatrice énorme de près d'1 kilomètre de large. Nous savons ce qui s'est passé grâce aux débris qui jonchent le sol. Les cendres, la pierre ponce et les lapillis témoignent, à la base du volcan, de cette immense catastrophe. Savez-vous quelle quantité d'or a été extraite par l'humanité au fil de l'histoire? Environ 233 000 tonnes. Et les 2/3 de cette masse furent exploités après les années 1950. Divers pays, époques et des milliers de personnes impliquées. Mais que se passerait-il si d'immenses gisements d'or étaient découverts en un seul lieu? Et si un immense gisement de minerais d'or était révélé? Non, pas juste immense, mais proprement gigantesque. C'est exactement ce qui a été mis au jour en Chine. Un groupe de géologues a identifié environ 40 filons d'or, renfermant approximativement 330 tonnes de minerais. Mais ce n'est pas tout. La modélisation 3D a révélé que davantage d'or repose en profondeur. À quelques 3000 mètres, plusieurs centaines de tonnes supplémentaires pourraient se trouver. En tout, il est possible qu'ils découvrent des gisements totalisant près de 1100 tonnes d'or. Pouvez-vous concevoir pareille quantité? Cela correspond à environ 70 milliards d'euros. Waouh! Les experts indiquent que ce gisement recèle environ 139 grammes d'or par tonne de minerai. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité un taux remarquable dans l'exploitation aurifère. Habituellement, 10 grammes par tonne est considéré comme excellent. Si toutes les estimations s'avèrent exactes, il s'agira de la plus vaste mine d'or au monde, surpassant même la mine de South Deep en Afrique du Sud, qui recèle 1025 tonnes d'or. Certains s'inquiètent, et d'autres se réjouissent. L'or, toujours l'or dans les esprits. Tous désirent de l'or, tous en acquièrent. Sa valeur s'accroît, et il apparaît bien plus sûr que le bitcoin ou l'argent liquide. L'or évoque richesse et luxe. Il demeure constamment un placement précieux et rentable. Mais un instant, pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'enthousiasmer pour ce métal brillant? La vérité est que l'or possède à la fois une valeur pratique et psychologique. Depuis des siècles, l'or incarne le pouvoir, le prestige et la prospérité au sein de diverses cultures. Il semble que nous portions en nous une mémoire ancestrale nous signalant que l'or est précieux. Songez aux innombrables problèmes qu'il aura causés aux héros littéraires et aux multiples aventures autour de l'or que nous avons vues au cinéma. L'or suscite la joie et l'avidité, la cruauté et la domination. Voilà pourquoi il séduit tant de monde. Certes, il charme par son éclat, mais il demeure aussi d'une grande utilité. L'or ne rouille pas, ne se corrode pas, se conserve sur de longues périodes et ne se détériore pas. Il constitue l'investissement fiable par défaut. Toutes les autres formes d'épargne risquent de perdre de leur valeur lors des crises, tandis que l'or reste stable.
Le seul inconvénient réside dans le risque de vol. Outre la joaillerie, l'or intervient dans l'électronique, la médecine, l'aérospatiale et de nombreux autres secteurs. Le Bitcoin tire sa valeur de la confiance des gens à travers le monde. L'argent possède sa valeur grâce à l'appui des autorités. L'or, en revanche, a une valeur intrinsèque. Il est tangible, visuellement séduisant, et son prix est consolidé par la croyance séculaire en sa valeur durable. Mais ne laissez jamais l'or vous troubler. Nombreux sont ceux qui perdent leur honneur, voire la raison à cause de lui. Évitez ce piège. Ce n'est qu'un simple morceau de métal brillant. D'autres métaux précieux existent dans le tableau périodique. Le palladium, l'argent, le cuivre, le platine. Pourquoi l'or occupe-t-il la première place? Les métaux moins nobles tels que le cuivre, le fer, le plomb et l'aluminium se corrodent et rouillent. L'aluminium, de surcroît, manque de durabilité. Le platine et le palladium surpassent l'or en prix. Mais leur rareté et la difficulté de leur extraction en limitent l'exploitation. Peu de pièces pourraient en être faites. L'argent, plus tendre que l'or, ternit, se raye et se déforme. Et, pour être franc, l'or reste le plus séduisant. Mais une autre raison explique ce coût élevé. Il est ardu à obtenir. L'extraction de l'or constitue un processus fastidieux. Dans les documentaires, vous avez peut-être observé des personnes se tenir à l'embouchure d'une rivière, collectant limon et argile, les tamisant à travers de la gaze et de petits filets pour y découvrir quelques particules d'or. Il s'agit là de l'une des méthodes d'extraction de ce métal précieux. Il faut fournir un travail considérable pour obtenir seulement quelques fragments. Comment déniche-t-il l'or? Autrefois, c'était une question de chance. Quelqu'un marchait le long des rives et apercevait un éclat dans l'eau. Aujourd'hui, les méthodes de détection se révèlent bien plus efficaces. Les géologues savent que l'or est présent dans presque toutes les roches et tous les sols, mais ces particules sont si infimes qu'elles échappent à l'œil. Lorsque la concentration devient suffisamment élevée et perceptible, commence alors le travail d'extraction. Des équipes géologiques spécialisées recherchent activement ces sites. Dès qu'elles découvrent de l'or, elles forent des puits, prélèvent des échantillons de sol et évaluent si la quantité de métal permet une exploitation minière à grande échelle. La production dépend de la nature du gisement. Lorsque l'or se trouve dans une roche dure, les mineurs forent des trous, y placent de la dynamite, puis la font exploser. L'explosion fragmente la roche afin d'en extraire le métal. Mais cela ne constitue que le début du processus. Après avoir rassemblé ces gros fragments, les ouvriers les transportent vers des usines pour en extraire le précieux matériau. Au premier stade, les spécialistes réduisent les gros fragments en morceaux plus petits. À l'aide de concasseurs, ils broient le minerai jusqu'à obtenir de petits fragments semblables à du gravier. Il est ensuite introduit dans des tambours rotatifs remplis de billes d'acier. La rotation des tambours permet aux billes de réduire le gravier en poudre sous la pression. Cette masse est ensuite mélangée à de l'eau et filtrée. Par la suite, l'or est extrait du minerai au moyen de solvants chimiques et de systèmes de purification complexes. Il se fixe au carbone, puis en est séparé, suivi de plusieurs procédés supplémentaires, incluant l'électrolyse et des purifications plus approfondies. Enfin, l'or est fondu, débarrassé de ses impuretés, coulé en lingots, puis expédié vers d'autres installations pour un traitement complémentaire. Oui, il s'agit d'un processus difficile et chronophage, et il n'est pas toujours rentable. Il est possible de découvrir un gisement de métal précieux, mais son extraction peut s'avérer trop onéreuse et la quantité d'or ne suffira pas à rendre l'effort économiquement justifiable. Seuls 10% des dépôts mondiaux d'or contiennent suffisamment de matières précieuses pour compenser les coûts d'extraction et de traitement. De nombreuses zones regorgent d'or, mais savez-vous combien sont réellement exploitables de manière productive? Moins de 0,1%. Cela constitue probablement une raison supplémentaire de la valeur exceptionnelle de l'or. Mais existe-t-il un autre matériau capable de susciter un tel engouement? Oui, et l'on le surnomme l'or liquide. Il s'agit de l'hélium. Ce gaz sert à gonfler les ballons, mais ce n'est pas là son principal intérêt. L'hélium peut atteindre des températures ultra basses, possède des propriétés supraconductrices et se distingue par sa légèreté. Il est utilisé en médecine pour le diagnostic, notamment pour l'imagerie par résonance magnétique. L'hélium refroidit les réacteurs nucléaires et régule la température du carburant des fusées lors du lancement. Lors de plongées profondes, les plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène pour éviter les troubles liés aux variations de pression. L'hélium s'avère ainsi indispensable au monde moderne. Un autre matériau précieux est le graphène. Ce n'est pas seulement l'un des matériaux les plus résistants au monde.
C'est également un excellent conducteur. La chaleur et l'électricité le traversent aisément, ce qui le rend extrêmement prometteur pour le développement de... Quoi exactement? Étant donné que le graphène est aussi flexible, hydrofuge, non toxique et doté de propriétés antibactériennes, il se prête au développement d'innombrables applications. Équipements médicaux, génie mécanique, électronique, construction, logistique, conservation énergétique, industrie spatiale et sous-marine, et bien plus encore. Les savants estiment que le graphène pourrait permettre l'émergence de technologies révolutionnaires susceptibles de transformer la vie de tous. Un processus similaire s'est produit avec le silicium, largement utilisé pour produire des semi-conducteurs et des batteries rechargeables. Sans silicium, nous ne disposerions probablement pas de smartphones, d'ordinateurs portables, ni d'autres appareils électroniques. Le graphène pourrait lui aussi provoquer un nouveau bond technologique. Lorsque le monde s'orientera vers les énergies renouvelables et que les transports électriques se généraliseront, le graphène pourrait devenir le véritable or technologique. Les tests sur les batteries au graphène ont démontré qu'elles se rechargent plus de 70 fois plus vite que les classiques et durent 3 fois plus longtemps. Par ailleurs, elles sont peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Impressionnant certes, mais où peut-on se procurer ce graphène? Il est extrait du graphite, présent dans les entrailles de la Terre. L'un des plus vastes gisements se situe en Australie méridionale, avec 200 millions de tonnes de graphite de haute qualité. Une quantité qui semble suffisante pour alimenter la planète entière. Aristote a dit un jour que l'or n'était que de l'eau solidifiée dans le sol et mélangée aux rayons du soleil. D'autres étaient persuadés que l'or pouvait être fabriqué à l'aide de la pierre philosophale. Lorsque les Incas ont vu de l'or pour la première fois, ils ont imaginé que ce métal tombant du ciel était les larmes d'une divinité. Mais sa véritable origine semble en elle-même beaucoup plus spectaculaire. Rendons-nous dans un passé très lointain, à une époque où il n'y avait encore ni hommes ni animaux. Une époque où les dinosaures n'existaient même pas encore. Une époque où les formes de vie les plus simples commençaient tout juste à exister. Notre planète ressemblait alors à un immense chaudron rempli d'éléments chimiques. Les éléments, les tremblements de terre et les éclairs se déchaînaient en permanence. C'était il y a environ 3,9 milliards d'années. Au cours de cette période, d'énormes astéroïdes ont traversé notre système solaire. Ils se sont abattus sur Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il est possible que des astéroïdes soient également tombés sur la Lune et y aient laissé de grands cratères. Une véritable apocalypse s'est produite sur notre planète. Mais heureusement, personne ne l'a vu passer car il ne s'y trouvait pas encore de vie. En parallèle de cette destruction, les astéroïdes ont apporté avec eux des métaux. Mais y avait-il des minerais sur Terre avant cela? Bien entendu. Le noyau de notre planète est principalement constitué de métaux tels que le fer. De là, il se répand dans la croûte terrestre, se mêle au magma, entre en contact avec l'oxygène et se combine avec d'autres éléments. Mais comment ces derniers se sont-ils retrouvés dans notre noyau? De simples atomes d'hydrogène et d'hélium ont fusionné et formé des éléments plus lourds à l'intérieur d'étoiles géantes. Puis des supernovas se sont produites et ont formé de grands nuages de poussière et de gaz. Ces nuages ont atteint notre galaxie et ont commencé à tourner autour du Soleil. Au fil du temps, cette poussière et ces restes d'étoiles ont formé des planètes. L'une d'entre elles était notre Terre. Les métaux qui reposent dans les entrailles de notre planète sont difficiles à obtenir. Et nous n'aurions pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui sans cette pluie de météorites qui a constellé la surface de la Terre de minerais. Il existe deux théories. La première suggère que de puissantes explosions de supernovas loin dans notre univers ont formé la plupart des métaux de notre tableau périodique. Pendant l'explosion, une fusion nucléaire s'est produite qui a créé des atomes d'or. Ensuite, l'onde de choc a projeté ces morceaux incandescents dans différentes directions. Ils ont volé pendant longtemps, ont refroidi dans l'espace glacial et ont atteint notre système solaire. Une autre théorie affirme que l'or et d'autres métaux sont apparus des suites de la fusion de deux étoiles à neutrons. Il s'agit de puissantes étoiles, dont la taille est plusieurs fois inférieure à celle du Soleil, mais dont la masse est plusieurs fois supérieure à la sienne. Ce sont des objets dotés d'une force gravitationnelle et d'une densité colossale. Leur collision aurait généré un rayonnement gamma intense, capable de synthétiser de l'or. En 2017, des astrophysiciens ont observé pour la première fois la collision de deux étoiles à neutrons. Ils ont enregistré des traces de métaux lourds, parmi lesquels de l'or, grâce à des détecteurs d'ondes gravitationnelles.
Cette théorie semble donc plus probable. Et si nous allions encore plus loin, d'où viennent les étoiles? Des nuages de poussière et de gaz sont dispersés dans l'univers. Ils se mélangent, se combinent en une seule masse et grossissent comme une énorme boule de neige. Ils se pressent les uns les autres et génèrent une force gravitationnelle. Lorsque toute la matière s'effondre sur elle-même, elle commence à chauffer. Et cette poussée d'énergie crée alors une étoile. Certains physiciens supposent que les étoiles, au cours de leur vie, peuvent produire la plupart des éléments du tableau périodique. Si cette théorie est vraie, alors notre corps est également constitué de particules d'étoiles. Nous découlons peut-être d'une gigantesque supernova qui a explosé il y a des milliards d'années, à l'autre bout de l'univers. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis l'apparition de cette théorie, mais personne ne l'a ni prouvée, ni réfutée depuis. Revenons à notre or. L'un des plus grands gisements d'or au monde se trouve en Afrique australe. Les scientifiques pensent que le précieux métal y est apparu il y a plus de 2 milliards d'années, après la chute d'une gigantesque météorite. Les scientifiques sont aussi persuadés que de l'or repose au fond des océans du monde entier. Entre 10 et 20 millions de tonnes de ce métal précieux pourraient se trouver sous les eaux. Mais il ne s'agit pas de grosses pépites, mais plutôt de minuscules particules dissoutes dans le liquide. L'extraction de cet or serait donc bien trop coûteuse. Découvrons maintenant comment les gens extraient de l'or et le transforment en bijoux. Tout d'abord, il faut trouver des gisements d'or, de grandes parcelles de terre ou de roches à l'intérieur desquelles l'or est caché. Les mineurs emploient alors des pioches, des pelles et des machines pour extraire des éclats brillants de la roche. Ces morceaux sont ensuite dissous dans un acide spécial qui sépare l'or des autres solides. Ensuite, d'autres substances sont retirées du métal précieux par fusion ou par l'injection de gaz. Lorsque l'or est raffiné, on vérifie sa pureté, 99,9% étant la valeur de référence. Et voilà le travail, ton or est prêt à servir. Il est possible de le transformer en bijoux ou en composants électroniques. Les métaux les plus rares sur Terre proviennent également des étoiles. Il s'agit du rhodium et de l'iridium. Ils sont plusieurs fois plus chers que l'or, non en raison de leur beauté, mais de leur intérêt pratique. Par exemple, le rhodium et l'iridium peuvent rendre des gaz nocifs inoffensifs. Et 90% de la demande de ce métal provient du marché automobile. Ces métaux sont utilisés dans la fabrication des catalyseurs qui sont nécessaires pour réduire les gaz d'échappement nocifs. Lorsque les substances toxiques produites lors de la combustion du carburant entrent en contact avec ces métaux rares, elles deviennent aussi plus sûres, puisqu'une micro-couche de rhodium et d'iridium est appliquée sur les parois du cylindre. L'or, le platine, le rhodium et l'iridium sont les métaux les plus chers. Mais qu'en est-il des plus durables ? Il est un peu compliqué d'élire un grand vainqueur, car la résistance d'un métal dépend de 4 critères. Tout d'abord, il y a la résistance à la traction. C'est la capacité d'un métal à supporter la rupture. Par exemple, la pâte à modeler a une très faible résistance à la traction, car tu peux facilement l'étirer dans différentes directions. Au sein des métaux, c'est peut-être le tungstène qui est le plus difficile à étirer. Un autre critère est la résistance à la compression. Il s'agit de la capacité d'un métal à résister à une pression quelconque, et dans ce domaine, c'est le chrome qui est l'un des plus résistants. Le troisième critère de résistance des métaux est la limite d'élasticité. Pour la mesurer, il faut fabriquer une tige ou une poutre à partir de n'importe quel métal, puis essayer de la tordre et de la briser. Le métal qui présente la plus grande résistance aura ainsi une limite d'élasticité élevée, et le titane semble tout indiquer pour cela. Le quatrième critère est la résistance au choc. Ce facteur montre à quel point le métal est résistant lorsqu'il tombe ou lorsqu'il est frappé. À cet égard, le fer enregistre d'excellents résultats. Chaque métal a ses propres points forts et ses propres faiblesses. Le chrome, par exemple, a une grande résistance à la compression, mais il résiste mal à la traction. C'est pourquoi l'industrie métallurgique fabrique des alliages de métaux pour combiner leurs forces. Bon, nous avons appris à connaître les métaux les plus rares et les plus coûteux. Et qu'en est-il des autres éléments ? Quelle est la substance la plus rare au monde ? Eh bien voici l'astate, l'élément le plus rare de notre planète. Il y aurait au total environ 25 grammes de cette substance dans le monde entier. Et sa vitesse de désintégration est égale à la vitesse de sa formation. Par conséquent, la quantité de cette substance dans la nature ne change jamais.
On a théorisé cet élément dès la fin du 19e siècle et on l'a découvert au début du 20e. Mais même aujourd'hui, après tant d'années, nous savons peu de choses sur celui-ci. En 1869, le créateur du tableau périodique, Dimitri Mendeleïev, a déduit qu'il existait une certaine substance, correspondant au numéro 85 au sein du groupe des halogènes. Ce groupe d'éléments non métalliques comprend des substances telles que le fluor, le chlore, le brome et l'iode. L'astate est donc considéré comme le plus lourd de tous les halogènes connus et le plus semblable aux métaux. Il a un point de fusion bas et conduit mal la chaleur et l'électricité. Il est cassant à l'état solide et a une couleur sombre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne connaissent pas toutes ses propriétés. Il est presque impossible de le trouver dans la nature. Mais les chimistes ont appris à le synthétiser artificiellement. On ne sait pas non plus comment exploiter cet élément, car il est trop radioactif. Mais dans certains laboratoires, les chercheurs mènent des expériences en utilisant l'astate pour traiter les maladies thyroïdiennes.